Bonjour, nous sommes le lundi 9 août 2021 avec une journée qui semble se ressembler aux journées précédentes, c'est-à-dire que nous n'avons pas eu d'été du tout et que les météorologues se sont prononcés et disent que nous ne connaîtrons pas une vague de chaleur ou des bouffées de chaleur telles qu'on a connues certaines années précédentes. Et donc ça veut dire que le mois de août, il sera aussi foutu que ne l'a été le mois de juillet. Juillet a été complètement un mois raté, catastrophique, avec des cataclysmes sur toute la planète. Attention que certains cataclysmes sont dus aussi aux mains de l'homme, hein. Quand je dis aux mains de l'homme, c'est bon. Quand je dis aux mains de l'homme, c'est tous ceux qui font des barbecues qui créent un incendie involontaire. Mais il y a aussi ceux qui font des incendies volontaires. Je pense aux pyromanes, mais aussi des appareillages qui créent des incendies, hein. Faire des travaux, voilà, qui peuvent provoquer un incendie ou faire passer du matériel qui peuvent provoquer un incendie. Je pense aux câbles électriques. Il suffit d'un court-circuit. Et s'il y a un court-circuit qui vient toucher, voilà, ou un transformateur dans une forêt, transformateur qui viendra, voilà, à défaillir avec un incendie, voilà, ou un court-circuit, ou des câbles électriques qui viendraient, voilà, créer un problème technique avec des étincelles et qu'il y aurait il serait situé dans le bois, ça peut provoquer des incendies. Beaucoup de choses peuvent provoquer des incendies. On peut avoir tout à l'esprit. C'est pour ça que les forêts, il faut éviter de faire passer, voilà, des câbles électriques, en- avec des transformateurs, etc., dans les bois, dans les bois. Et éviter bien sûr de faire des travaux qui pourraient provoquer des incendies dans les bois, etc. Ainsi que, bon, notamment faire des barbecues. euh, Quant aux pyromanes, bon, normalement, il faudrait les condamner à de lourdes peines pour plus qu'ils recommencent, c'est-à-dire des lourdes peines sans prescription. Alors, j'ai une autre information à faire passer, c'est que la Chine, qui est un très grand État du monde, parce que bon, il possède 1,4 milliard d'habitants, c'est-à-dire que si on est 7 milliards, si je compte à 1 milliard d'habitants chinois, la Chine, c'est une personne sur 7 sur Terre. C'est une personne sur 7. Sachez que la Chine va commencer à, à prendre la crypto-monnaie comme une monnaie voilà, d'usage, et c'est fait. À partir de ce 9 août, la Chine entreprend l'utilisation courante de la crypto-monnaie. Ce qui veut dire que beaucoup de gens vont suivre parce que c'est une grosse économie mondiale qui va euh, faire en sorte d'utiliser une monnaie que beaucoup de gens pour l'instant ne faisaient pas confiance. Cette monnaie avait une tendance à vouloir prendre la confiance. Elle ne s'intéressait que, je veux dire, aux personnes qui pouvaient s'y intéresser à cette monnaie. Et plus on avait d'adeptes, et bon, plus elle prendrait de la confiance. Mais ici, apparemment, comme c'est une grosse économie qui va prendre les devants et utiliser la crypto-monnaie comme une monnaie d'échange, eh bien, c'est une grosse confiance qui a été cédée à cette monnaie. Donc, beaucoup de gens suivront et donc ça ne peut que influencer l'usage de cette monnaie qui est la crypto-monnaie. Alors, je reviens maintenant sur un énoncé qui est là. On est donc dans l'espace muni d'un repère orthonormé, on donne la droite D et deux points. Bon, la droite D vue comme intersection de deux plans et deux points A et B. Alors, la première question, bon, on avait des propositions, et le but de la manœuvre, c'était de cocher les réponses correctes, bon, qui vous semblaient correctes pour vous. Parce que l'assertion vraie, c'est l'assertion qui doit être, qui est l'assertion vraie, c'est l'assertion que vous devez développer au niveau calcul et vérifier sans aucune erreur de calcul et de vérifier que l'assertion est soit vraie ou fausse. Donc là, il vous donne une proposition. Maintenant, vous pouvez vous tromper. Vous cochez une mauvaise case parce qu'il faut cocher quand c'est vrai. Quand la réponse est correcte, il faut cocher. Bon, si vous cochez que c'était faux, ben, vous comprendrez que vous avez fait une mauvaise assertion. C'était votre assertion à vous, mais elle est fausse.
Parce qu'en réalité, il y a l'assertion de celui qui estime, de l'estimateur, et l'assertion vraie, qui est cachée, l'assertion vraie ou fausse, qui est cachée, qu'il faut démontrer ou qu'il faut euh, voir les théories en référence, les références théoriques. Voilà. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Ben, il faut aller voir la théorie, les démonstrations, ou ce que dit la théorie, les corollaires, les théorèmes, tralali, tralala, ou soit le démontrer. Mais ici, c'est sur base de calcul. Donc, vous devez le démontrer sur base de calcul, mais en temps, ne pas se tromper dans les calculs, parce que sinon, vous allez croire que vous avez bon, mais c'est faux. Voilà, c'est surtout ça. Alors, donc, la proposition numéro 1 a été faite. V est un vecteur directeur de la droite D. Donc il vous donne la proposition que le vecteur était 1, 2, moins 1, était un vecteur directeur de D. Or c'était faux. Bon, c'était vu par calcul et par l'entremise d'un logiciel qui ne ment pas, puisque tout ce que vous faites sur le logiciel GeoGebra sont des assertions vraies. Elles ont été programmées pour... si vous mettez un point, un point dans le repère, mais ce point-là, il a une unique situation. C'est la bonne situation par rapport au repère. Donc le repère, il ne fait pas d'erreur. Hein. Bon, il travaille sur des assertions vraies. Tout ce que le tout, il demande que vous tapez, enfin, il ne demande rien du tout, mais le tout, c'est de taper correctement au clavier par rapport aux énoncés sur feuille papier. Dès le moment où vous tapez correctement ce qui est sur feuille papier, euh, vous encodez correctement, mais il n'y a pas de problème. Lui, le logiciel fait ce que vous demandez, ce que vous lui demandez. Et donc, il est basé sur des assertions vraies. Si vous lui demandez de mettre un point en, je sais pas, en 3, 2, 4, ben il va le mettre en 3, 2, 4, nulle part ailleurs. Donc lui, il travaille sur des choses vraies. Donc on peut lui faire confiance. Donc, vous pouvez vérifier les propositions, soit par le logiciel GeoGebra, ou soit par faire des calculs sur papier ou sur ordinateur, peu importe. En tout cas, ça a été vérifié ici, et la proposition 1, 2, moins 1 n'est pas un vecteur directeur de D, donc c'était une proposition fausse, donc il ne fallait pas cocher. Ensuite, la proposition 2, le point A appartient à la droite D, ben, c'était faux aussi. Bon, j'ai vérifié par calcul, et je l'ai fait vérifier par GeoGebra. Donc les deux interprétations faisaient en sorte que c'était complètement faux. Les droites D et AB sont parallèles, ben, c'était faux aussi. Ça a été vérifié par GeoGebra et ça a été vérifié par calcul. La droite D est incluse dans le plan alpha, c'était vrai parce que bon, ça a été vérifié par calcul et ça a été vérifié par GeoGebra. Donc j'ai voilà, deux preuves à l'appui, donc je ne sais pas me tromper. C'est impossible de me tromper parce que j'ai deux preuves à l'appui. Donc les propositions qui sont je ne sais pas me tromper. Voilà. GeoGebra me donne une version des faits qui sont véridiques, pour autant que j'encode tout correctement, et le calcul me donne les mêmes résultats. Donc ce qui veut dire que avec deux preuves font la preuve nette. Deux preuves font 100% la preuve. Donc l'assertion ici était vraie. La droite D est bien incluse dans le plan alpha. C'est une assertion vraie. C'est une proposition qui est devenue une assertion vraie. Alors j'ai l'opération qui consiste à rendre le résultat vrai ou faux. Voilà. La droite AB est orthogonale à la droite A. Voilà. Alors là, ça je n'ai pas fait. C'est la dernière question. C'est la dernière question à réaliser. Alors ceci, je l'ai déjà traité en partie. Hein. Regardez bien. La droite A, je l'avais déjà mis en paramétrique, en équation paramétrique, en équation coutumière et en équation vue sur l'intersection de deux plans. Mais c'est dans une vidéo précédente, c'était le même exercice. Hein. Mais ici, je n'ai pas besoin de tout ça. J'ai juste besoin de l'équation paramétrique. Rien de plus. Je vais chercher l'équation paramétrique, bien sûr de AB, et je vais chercher l'équation paramétrique de A. Alors A, bon, vous avez le coefficient directeur qui est 1 moins 1, 2. Ben, je vais taper 1 moins 1, 2, voilà, 1 lambda. Bien sûr, lambda appartient à R.
Le coefficient directeur, il est toujours proportionnel à, bon, d'un côté, pour l'équation paramétrique, à 2 moins 4, 2, que j'ai divisé par 2, c'est 1 moins 2, 1. Donc, c'est tout ce qui est proportionnel à 1 moins 2, 1, mu fois 1 moins 2, 1, mu appartenant à R, eh bien, c'est un vecteur directeur. Bon, et de l'autre côté, c'est la même chose pour la droite A. J'ai 1 moins 1, 2, je peux diviser par 2, hein, ça c'est 1 demi moins 1 demi, 1. Du moment que c'est proportionnel à 1 moins 1, 2, bah, on va dire que c'est un vecteur directeur. Alors le point de passage, il passe par 1, moins 2, 0. Alors comment je sais ça? Ben, je vais regarder l'équation ici. Là, moins 1, je le fais passer dans le membre de droite, ça fait plus 1. Plus 2, je le fais passer dans le membre de droite, ça fait moins 2. Et z, ça c'est z plus 0. Donc ça fait 0. Alors, comment voir si c'est orthogonal à la droite? Eh bien, orthogonal, c'est perpendiculaire, hein, entre la droite AB et A. Eh bien, le produit scalaire doit donner 0. Alors ici, je fais le produit scalaire des deux. Donc c'est 2i moins 4j plus 2k fois 1i moins 1j plus 2k. Alors je multiplie, les ij vont donner 0, hein, parce qu'il y a 90 degrés, le cosinus de 90, ça fera 0. Alors il restera plus i fois i, j fois j, k fois k. La somme de i fois i, plus les éléments de j par j, puis les éléments de k par k. Et ce qui veut dire que, bon, en i j'ai 2 et 1, 2 fois 1. En j j'ai moins 4 et moins 1, ce qui fait moins 4 fois moins 1. Et en k j'ai 2 fois 2. Voilà, et je somme tout ça pour obtenir 2 fois 1, ça fait 2, plus 4, ça fait 8. Ouais, ouais, donc ici je me suis trompé. 1 fois 2, 2, plus 4, ça fait 6. Ouais, et 2 fois 2, 4, ça fait bien 10. C'est juste, je ne m'étais pas trompé parce que je vais vous dire pourquoi je ne me suis pas trompé. Je me suis permis de faire un calcul complémentaire. Regardez bien ici. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai pris la moitié, j'ai pris un autre vecteur directeur, bien sûr proportionnel à 2 moins 4, 2, je divise tout par 2 par exemple, hein, j'ai fait une division par 2, donc j'ai mis 1, moins 2 et 1, j'ai tout divisé, le vecteur directeur 2 moins 4, 2 par 2, voilà, j'obtiens 1 moins 2, 1. Donc ce qui veut dire que le résultat, le fait de diviser par 2, je dois obtenir normalement 5. Je vais obtenir 5. Mais en plus de ça, j'ai divisé par 2 le 1, le moins 1 et le 2. Voilà, c'est le coefficient directeur de A, je l'ai divisé tout par 2. Hein, je peux faire ça parce que c'est mu fois 1 moins 2, 1, mu appartenant à R. Et ici, mon mu, ben, c'est un demi. Mon mu, je prends un demi. Je fais ce que je veux. Voilà, donc ici, j'ai pris un demi. Oui, attention qu'ici, c'est mu sauf 0. Hein. C'est mu sauf 0. Attention que le mu ici doit être différent de 0. Tout comme le lambda. Bon, alors je vais prendre R0 ici. Voilà, je vais enlever le 0, 0, 0. Idem ici. Donc j'ai pris mu 1 demi. 1 demi fois 1, ça fait 1 demi. Moins 2 fois 1 demi, moins 1. Et 1 fois 2 fois 1. Oui, je m'excuse, c'est plutôt celui-là qu'il faut prendre. Quoique ici, je me suis trompé. C'est pas 1. Là, c'est pas moins 2. J'ai fait une copie, mais j'ai oublié de réinscrire. C'est 1. Un moins 1 et 2. Voilà. Je prends le premier 1, je divise par 2, ça fait 1 demi. Le premier 1 qui est là, je divise par 2 parce que j'ai pris mu égale 1 demi. 1 demi fois 1, ça fait 1 demi. Moins 1 fois 1 demi, moins 1 demi. Et 2 fois 1 demi, ce qui fait 1. Donc j'ai tout divisé par, cette fois-ci, encore une fois, je divise par 2. Et donc 2, je divise encore par 2. C'est comme si j'avais divisé par 4. 10 divisé par 4, je vais obtenir 2,5. Et je fais mon calcul. 1 fois 1 demi, ça fait 1 demi. 1 fois 1, ça fait 1.
1 plus 1 demi, c'est 1,5. 1,5. Et là, j'obtiens moins 2 fois moins 1 demi, ce qui fait plus 1. Donc j'ai 1,5 plus 1, ça fait 2,5, c'est bon. Donc je peux vous dire que le calcul est bon. Donc, comme il est différent de 0, ils ne sont pas orthogonaux. Donc je peux dire que la réponse c'est faux. La réponse, c'est faux. Ils ne sont pas orthogonaux. Alors ça c'est ma première vérification. Est-ce que j'en suis sûr ou pas? Je n'en sais pas plus. Est-ce que j'ai pas fait d'erreur? Je ne crois pas que j'ai fait d'erreur. Je dirais que je ne crois pas. Voilà, je ne crois pas que j'ai fait d'erreur. Maintenant je vais vérifier par une seconde preuve, par GeoGebra. Et lui il ne peut pas me mentir, GeoGebra. Voilà. Donc sur GeoGebra, je vais placer le point à 0,2 -1. C'est ce que je fais, 0,2 -1. Voilà, j'ai bien encodé 0,2 -1. J'encode ensuite 2 -2, 1. J'encode 2 -2, 1, c'est mon point B, et je trace la droite AB. Effectivement, il me donne l'équation paramétrique qui est 2 lambda plus 0, moins 4 lambda plus 2, et 2 lambda moins 1. Et ça me donne ce que j'ai ici. Donc, ça me donne cette équation de la droite A. Donc, tout est bon. Ça, vous voyez que avec une double preuve, ça vérifie ce que j'ai fait, vérifier par calcul. Ce que je vérifie quelque part par calcul, je vérifie par un logiciel. Et si le logiciel donne la même chose, c'est pas fortuit, c'est pas, je veux dire, on va dire, un hasard. Non, c'est pas un hasard. C'est justement parce que c'est bon. Les mathématiques, c'est ça. Vous faites un calcul d'un côté et vous faites voilà, un autre traitement ailleurs, qu'il soit informatique ou un autre traitement mathématique qui est différent du traitement mathématique que vous venez de faire, vous mettez en corrélation les deux résultats. S'ils sont les mêmes, c'est pas qu'il y a un hasard derrière ça, c'est que voilà, ça corrobore bien que tout est bon. Avec deux preuves, ça suffit. Hein. Deux preuves, ça suffit. Bon, déjà avec une, normalement, ça devrait suffire. Mais généralement, en géométrie analytique dans l'espace ou dans le plan, la preuve, c'est le dessin. Il y a le dessin qui est la preuve du calcul. Donc vous faites le calcul, vous n'êtes pas sûr, mais sur le dessin, si vous ne vous trompez pas, on peut se tromper sur le calcul comme on peut se tromper sur les dessins. Mais si vous ne vous trompez pas sur le calcul et que vous ne vous trompez pas sur le dessin, mais le dessin va être en corrélation avec le calcul. Mais là, vous pouvez être sûr à 100% que vous avez bon. C'est ça la géométrie analytique, c'est ça. L'analyse, c'est ça. Vous faites du calcul et vous voyez sur un dessin si tout est vérifié. Si tout est vérifié, c'est que tout est bon dans le calcul. Et donc là, j'ai mis la droite AB. Maintenant, je vais mettre la droite A. Alors pour la droite A, je vais mettre 2 points que je vais appeler C et D. Alors je vais mettre lambda, je vais choisir lambda égale 0. Si je prends lambda égale 0, je remplace lambda égale 0 dans cette équation-là, j'aurai 1 moins 2, 0. 1 moins 2, 0. Ensuite, je prends lambda égale 1. Si je prends lambda égale 1, je vais former le point D avec lambda égale 1. Alors, si je mets lambda égale 1, 1 fois 1, 1 plus 1, ça fait 2. Donc lambda vaut toujours 1. Pour le y, 1 moins 1 fois 1, ça fait moins 1. Moins 1, moins 2, moins 3. Et le troisième, lambda fait 1. 1 fois 2, 2. Plus 0, ça fait 2. Voilà pour le z. Donc j'ai le point 1 moins 2, 0. Qui est ici. Et le D, qui est le point 2 moins 3, 2. 2 moins 3, 2. Et je trace la droite CD.
Voilà, j'ai lambda plus 1. On a bien lambda plus 1. Moins lambda moins 2. Moins lambda moins 2, c'est juste pour le y. Et pour le z, 2 lambda plus 0. Effectivement, c'est ça. 2 lambda plus 0. Ouais, vous voyez que j'ai tout ce qu'il faut. Et si maintenant vous n'êtes pas encore voilà, sûr, normalement c'est bon, hein, la preuve elle est là, j'ai la même équation, donc c'est pas un problème. Ouais, vous mettez le vecteur directeur 1 moins 1, 2. 1 moins 1, 2. Donc je vais mettre en coordonnées d'abord. Donc je vais mettre un point E, qui est le point 1, moins 1, 2. Je fais le vecteur, je sais pas si le vecteur au E. Voilà, c'est bon. 1 moins 1, 2. Une bêtise là. Voilà, et le vecteur là, 1 moins 1, 2, il a la direction de la droite. La droite, donc c'est juste. Et vous voyez qu'ils ne sont pas orthogonaux. Hein. Ils ne sont pas orthogonaux. Alors, est-ce qu'on sait voir l'angle entre F et G? Je ne crois pas qu'on saura voir non défini parce que il faut les projeter dans un plan. Pour voir leur angle, il faut les projeter dans un plan. Je dois projeter voilà, ces deux droites dans un plan, ou alors les faire passer par l'origine. Voilà. Je les fais passer tous les deux par l'origine. Ou alors on va aller voir les vecteurs directeurs tout simplement. Donc ici j'ai déjà un vecteur directeur. Le second vecteur directeur, ben, c'était 2 moins 4, 2. Je crée F. 2 moins 4, 2. Je crée le vecteur O, F. Et bon, ce que je fais, je vais chercher l'angle entre U et V. Voilà, et ça fait 33,56. Alors je vais chercher la formule qui donne directement. Bah, ici, j'ai pas besoin de ça parce que bon, voilà, c'est peut-être pas demandé dans les. Il y a une formule qui donne directement l'angle entre deux droites. Bon, mais j'ai pas besoin de tout ça. Voilà, je vais chercher avec le produit scalaire, on s'est trouvé l'angle. D'ailleurs, c'est ça, les fameux. Ça, c'est le produit scalaire. Ça donne le résultat là. Donc, on sait avec ça trouver l'angle. Attention qu'il y a 10 et 2,5. Là, c'est une question voilà, de normer les choses. Donc, c'est pour vous dire tout ça. C'est pour vous dire que les deux vecteurs ne sont pas parallèles. Les deux vecteurs font un angle de 33, je sais pas combien, mais en tout cas, ça fait 33 degrés. 33 degrés. Donc voilà, donc il y a moyen d'une autre façon de trouver l'angle. L'angle entre deux droites, bien sûr, par une formule qui donne, bien sûr, le cosinus de l'angle. Mais, comme je vous ai dit, vous voyez qu'il y a 10 et 2,5. Alors, vous allez me dire, ouais, mais je dois prendre 10 ou 2,5 ou autre, parce que c'est proportionnel à mu, mais il faut le normer.
L'astuce, c'est qu'il faut normer tout ça. Normer, c'est-à-dire qu'il faut ramener un vecteur unitaire. Hein. Alors ça, vous aurez compris ça, parce que sinon, bon, ça va pas donner le même cosinus si vous prenez 10 ou 2,5 ou un autre mu. Donc, pour ça, il faut aller chercher le cosinus entre D1, D2. Ben, ça va être égal au produit scalaire comme je viens de le faire. C'est-à-dire, je prends, si le premier vecteur direct, le premier vecteur, il fait x1, le second vecteur fait x1i, non, les composantes c'est x1i plus y1j plus z1k, et que le second vecteur c'est x2, c'est un vecteur directeur de la droite, hein. Ouais, voilà, c'est un vecteur directeur de la droite, tout comme là-bas il y a une droite aussi qui passe. Voilà, elle n'est pas forcément obligé de passer au niveau de la... ils ne sont pas forcément sur la même ligne, hein, ils peuvent être parallèles. Le vecteur directeur n'est pas forcément parallèle confondu, hein, il peut être parallèle distinct à la droite. C'est pas, voilà. Mais en tout cas, là j'ai x2, y2 pour la direction. Mais vous aurez compris que c'est x1, x2 plus y1, y2 plus z1, z2, le tout sur la racine carrée de... il faut le normer. Il faut normer les deux vecteurs. Et c'est les deux vecteurs qu'il faut les normer. Vous devez avoir des vecteurs, on va dire, unitaires. Donc vous devez avoir un vecteur U ici, unitaire, et un vecteur V unitaire ici. C'est ça l'astuce. Vous ne pouvez pas travailler avec 10 et 2,5 ou n'importe quoi, mais avec des vecteurs unitaires. Sinon on aurait n'importe quoi. Hein. Voilà, donc il faut le normer. Et là, bon, bien sûr, ce sera x1 carré plus x2 carré plus x3, ouais, ici c'est x1, y1, x1 carré plus y1 carré plus z1 carré x2 carré plus y2 carré plus z2 carré. Alors, si vous voulez l'appliquer ici, vous faites, je ne sais pas si je veux l'appliquer avec 2, 1, moins 4, moins 1, bon, on va le faire avec celui-là. Je vais prendre celui du dessus. Bon, je travaille avec celui-ci, hein, pas avec le 2,5. Il faut que je fasse un copier-coller. Bon, je travaille avec celui-ci. Je vais chercher avec le 10. Je ne peux pas prendre directement le cosinus de ça. Parce que je peux en trouver beaucoup des cosinus de différentes valeurs. Si je fais les produits scalaires, il y en aura beaucoup. Parce que c'est proportionnel à mu. Donc à ce moment-là, il faut diviser par la racine carrée il faudra 2 racines carrées. Voilà la première. Et voilà la seconde. La première, bien, vous prenez 2 au carré, ça fait 4. Moins 4, ça fait 16. 2 au carré, ça fait 4. Et le second, vous prenez le second, là, c'est 1 au carré, ça fait 1. Plus, moins 1 au carré, ça fait toujours 1. Plus 2 au carré, ça fait 4. Voilà. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez faire le cosinus de l'angle entre D1. Vous aurez l'angle entre D1 et D2. Il faut calculer tout ça. Là, on a déjà 10 au dénominateur, enfin au numérateur. Il faut diviser par racine de 24 et racine de 6. À ce moment, vous aurez le cosinus de l'angle, que je vais appeler l'angle phi. Voilà, et pour trouver phi, c'est arcsinus, arcosinus, je m'excuse, arcosinus de 10 sur
racine carrée de 6 fois 24. Bon, je vais aller voir si j'ai bien 30 degrés ici. Donc, arc-cosinus de 10 sur 6 fois 24. Oui, arcos, je sais pas comment. On va déjà calculer ça. 5 sixièmes, bon, on va aller chercher l'arc. Cos en degrés, bien sûr. De A qui est 5 sixièmes. Voilà, 33,56. Voilà. Parce que si vous faites arc-cosinus de 10, ça ne marche pas. Hein. Ni arc-cosinus de 2,5, vous n'aurez pas la valeur. Il faut diviser par le... Voilà, il faut rendre le vecteur unitaire. Hein. Il faut créer un vecteur unitaire. Voilà. Les deux vecteurs doivent être unitaires. C'est-à-dire que vous devez créer le premier vecteur unitaire. Enfin, c'est par rapport à des vecteurs unitaires. Voilà, c'est juste ça. Là, vous aurez l'angle entre les deux droites. Maintenant, ce qu'on peut faire aussi, c'est une projection dans un plan. Hein. Là, c'est vrai qu'ici, ils sont pas... Je projette tout sur un plan. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs en mettant les deux vecteurs à l'origine, deux vecteurs directeurs à l'origine. En fait, je passe par le plan directeur qui passe par l'origine. J'ai un plan directeur qui passe par l'origine et je travaille avec le plan directeur. Donc, je ramène tout à un plan directeur. Donc, c'était faux. La réponse est fausse. Ici, la réponse, elle est fausse. La droite AB est orthogonale à la droite A, c'est faux. Et donc, ça a été vu de deux manières différentes. Et vous voyez que j'obtiens bien 33 degrés d'un côté, 33 de l'autre. Sur GeoGebra, j'ai 33,6. Et sur mes calculs qui sont ici, j'ai 33,6. Donc le phi donne 33,6 degrés. Donc toutes les deux corroborent bien qu'on a une convergence de vue. S'il y a une convergence de vue, ça veut dire que tous les traitements sont bien faits. Tous les traitements sont corrects. Donc on va vers on va dire une réalité, une véracité. On parle plus au niveau des propositions, on parlera plus de véracité. Donc on a voilà, plus on tend vers la vérité. On tend vers une vérité vue par deux preuves. Une preuve écrite, calcul, et une preuve dessin, observation, bien sûr, où il y a quand même du calcul quand même, fait par GeoGebra. Parce que GeoGebra s'occupe de tous les calculs au niveau... Alors si vous voulez le plan directeur, ben, vous faites le produit vectoriel. Voilà, que vous voyez là-bas, IJK 1, moins 2, 1, et 1, 1, moins 2, 1, moins 1, 2. C'est-à-dire le vecteur directeur de AB, le vecteur directeur de A. Alors, vecteur directeur, vous faites U fois, juste U fois V. Vecteur directeur de AB, c'est U. Alors, je vais chercher le produit vectoriel U fois V. Voilà, ça c'est la norme qui est perpendiculaire. Le produit vectoriel, c'est perpendiculaire au vecteur de base UV. Donc maintenant, je formais mon plan à partir de ça, 6x plus 2y moins 2z égale 0, parce que bon, il passe par l'origine. Hein. C'est un plan directeur. Et ce plan-là contient les deux vecteurs UV. Donc ça, il contient ces deux vecteurs UV.
Je vous remercie.